Dernière conférence de la journée. On est là pour parler de demain, pour parler du futur. Donc on va essayer de mettre les choses en perspective. Peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent, il y a un peu plus de 4 ans maintenant, Dentsu organisait une grande conférence sur l'opportunité média offerte par l'Internet des objets. Il y a déjà 4 ans. Si je vous parle d'IoT et d'Internet des objets, ça va peut-être vous sembler familier. Si je vous parle d'IoE, peut-être un peu moins. Internet of Everything, on est en effet dans un chemin où on a commencé à connecter les choses, donc things, et petit à petit, on est en train de connecter absolument tout, nos villes. On est dans un chemin où on va connecter même les gens pour créer un écosystème du tout connecté. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point ça s'accélère dans des usages, notamment démocratisés par des grandes entreprises technologiques. Et dans ces choses qu'on a souhaité connecter, on a notamment créé des interfaces nouvelles, puisque on a souhaité passer du produit à l'expérience. Et cette expérience, aujourd'hui, elle doit être de plus en plus personnalisée, de plus en plus fluide, de plus en plus rapide. Et ce rêve de 2001, l'Odyssée de l'espace, où l'homme communiquait avec la machine, qui existe depuis très très longtemps dans tous les films de science-fiction, eh bien, on essaye quelque part de la créer, avec ces assistants qui aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, sont déployés sur de nombreuses marques. On a notamment en France cette intelligence artificielle Alexa à travers les objets Echo, mais aussi Google qui s'est lancé avec 1 an d'avance par rapport aux autres, mais pas que. On a également des Microsoft qui sont présents en allant intégrer, donc c'est les moteurs que vous avez sur la première ligne, donc mécaniquement du Bing sur Microsoft à travers un partenariat avec Harman Kardon par exemple. Et puis également Apple qui se devait d'arriver sur ce marché avec ce HomePod. Mais si je vous parle de Bixby, ça vous parlera peut-être un petit peu moins. L'idée de Bixby, c'est une intelligence artificielle proposée par Samsung, mais qui du coup peut s'intégrer dans tout un tas d'objets, pas forcément une enceinte. Vous allez trouver du Bixby aussi bien dans vos téléphones Samsung que dans vos réfrigérateurs Samsung. Donc parlez avec votre réfrigérateur comme avec votre smartphone. Donc je parle avec des choses. On a également Orange en partenariat avec France Télécom qui a lancé Jingo. Alors un petit peu en retard, on ne sait pas si Jingo arrivera véritablement à percer face à ces mastodontes GAFA. Et puis ça fait longtemps également qu'on nous dit que Facebook va également lancer la concrétisation de son intelligence artificielle. Bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'ils ont eu quelques petits problèmes récemment qui ont fait qu'en termes de communication, ils ont revu un peu leur timeline, donc on ne sait pas véritablement comment ça va s'appeler, quand, etc. Mais en tout cas, il y a bien des projets également chez Facebook, notamment en allant intégrer des écrans. Parce qu'ils se disent, le problème de la voix, c'est bien, on est en train de réinventer l'Internet, peut-être que le search va changer, puisqu'on n'ira plus sur une navigation à travers des écrans, à travers un clavier, mais je pose une question, j'ai une réponse, ça réinvente quand même énormément de choses. Et quand vous regardez la croissance de ce marché des assistants intelligents, on est sur une croissance à plus de 250%, 278% par rapport à la même période de l'année dernière, avec un marché très concentré sur du Google et du Amazon, sachant que Amazon et Alexa au niveau mondial conservent quand même une grande avance, même si en termes de dynamisme de marché, Google est quand même devant et plus dynamique. Qu'est-ce qu'on en fait ? Alors c'était un vrai challenge de lancer ces assistants en français. Ça va faire maintenant à peine 1 an que Google s'est lancé et Amazon a pris un petit peu plus de temps avant de se lancer, mais on est vraiment dans l'actualité puisqu'on parle d'un lancement en juin dernier pour Alexa en France. Que font les gens avec ces assistants ? Évidemment, on leur a posé la question, essayer de savoir ce qu'ils faisaient. Et ce qui ressort en tête, c'est toujours un peu des questions. Quelle va être la météo du jour ? Vous avez sur ce graphique la progression des usages entre cette année et l'année dernière. Vous voyez que tous les usages sont en progression, c'est normal. Il y a de plus en plus de personnes qui sont équipées. Donc des questions un petit peu classiques puisqu'on a ces moteurs de recherche. Donc comme je disais, on est en train de réinventer le search, des timers, de la musique, etc. Mais vous voyez qu'il y a des usages qui sont liés aux médias. C'est gentil, merci. Des usages qui sont liés aux médias, donc vous pouvez demander à Google de vous raconter une blague, vous pouvez également écouter de la musique, poser des questions, et mécaniquement,
eh bien, de plus en plus de médias se sont intéressés à l'opportunité de cet objet connecté, à cette interface, qu'est-ce qu'ils allaient pouvoir en faire. Et donc ça s'appelle des actions sur Google Assistant, ça s'appelle des skills, des compétences sur Echo, en sachant qu'il y a quand même une vraie différence entre ces trois assistants, déjà en termes de prix. Quand vous regardez Alexa qui s'est lancé peut-être en retard sur une pénétration quand même très forte d'Amazon, un moins 50% dès le départ qui vous proposait d'accéder à ces objets pour à peu près 50 €. C'est quand même assez intéressant puisque classiquement un objet connecté c'est un peu plus de 100 € en général. Et c'était d'ailleurs le choix tarifaire de Google aux environs de 140 €, alors qu'Apple se positionne à un peu plus de 300 € avec une logique clairement affirmée sur la musique. Réinventer la qualité de la musique pilotable directement à la voix, récupérer votre playlist, une qualité de son. Alors là encore, vous trouverez tout un tas de critiques entre eux, est-ce que Sonos fait mieux qu'Apple sur le sujet, etc. Mais bon. Et donc, il nous semblait intéressant, 4 ans après avoir parlé de ces montres connectées comme de médias, de voir comment les médias allaient pouvoir s'emparer de cette nouvelle opportunité qui fera demain. Si ça peut paraître évident que des marques de radio qui travaillent déjà sur la voix se lancent sur ces objets, il nous a semblé vraiment intéressant lors de cette journée de parler avec des experts de la presse qui ont saisi également la balle au bond et qui ont envie, avec vous, avec les annonceurs, d'inventer le futur. Quand on parle d'omnicanalité, ça intègre aussi ces logiques-là. Et c'est pourquoi j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui un panel de pionniers qui ont chacun, de leur manière, essayé d'appréhender ces assistants. Donc on a la chance d'avoir avec nous Michael Fromentou, qui est directeur adjoint du développement numérique de 20 minutes, Capucine Marot-Desgrottes, qui est éditrice déléguée sur les échos week-end et puis sur les séries limitées, Emmanuel Alix, qui lui travaille à l'équipe et qui s'occupe du pôle numérique, Alexandre Adjian, qui est directeur produit et innovation chez Mondadori, et puis Pierre Chausse, qui est directeur adjoint des rédactions du Parisien en charge du numérique. Bonjour à tous. J'ai énormément de questions à vous poser, on n'a malheureusement pas le temps, alors on va essayer d'aller directement à l'essentiel. Donc il y a un micro pour vous, j'ai posé des questions, libre à vous de vous emparer du micro. Première question que j'avais envie de vous poser, c'est concernant ces différents devices, comment ça a marché en fait? Est-ce que c'est vous qui avez été proactif quand vous avez entendu parler de l'arrivée d'Echo ou de Google Assistant? Est-ce que c'est vous qui avez appelé Google ou Amazon? Ou est-ce que c'est eux qui vous ont contacté pour aller fabriquer ces skills et pour fabriquer du contenu? Comment ça s'est passé en vrai? Nous, aux Échos, on travaillait sur la voix depuis quelques mois, donc c'était déjà quelque chose qu'on avait en tête. On en passe du coup, c'est quelque chose qu'on avait en tête depuis un petit moment. Donc, ça a été une démarche co-construite à la fois en termes de développement de produits et d'un point de vue éditorial. Tout ce qu'on a fait autour des enceintes connectées, on l'a fait en réflexion autour des podcasts. J'imagine que chez tous les autres confrères, c'est un peu la même idée. Donc on a eu deux approches différentes, que ce soit pour la Google Home ou pour Amazon, on est présent dans les deux. Google Home, on a fait le choix d'être présent à travers une application qu'on a complètement conçue sur mesure. On l'a fait d'un point de vue très offensif parce que on s'est rapproché de Google, je pense, courant novembre, et on s'est dit qu'il fallait qu'on soit... Donc c'est vous qui étiez à l'initiative? On est en relation régulière avec Google. Donc, ça faisait partie des discussions au quotidien. Et on s'est mis comme challenge d'être prêt pour Noël, parce qu'effectivement c'était un point culminant dans la diffusion des Google Home, et tant qu'à faire, il fallait que les échos soient présents au moment où le marché allait décoller franchement en France. C'est vrai de tout le monde, vous êtes tous en relation au quotidien avec des Amazon, avec des Google, donc ça s'est fait naturellement? C'est un peu différent selon Amazon ou Google. Amazon, ils ont une démarche de nous approcher et leur démarche, elle est aussi plus fermée que Google. C'est-à-dire qu'ils font une sélection de partenaires avec qui ils veulent travailler. Donc le Google, ils sont plus ouverts aux acteurs en disant on a des choses à vous proposer, et ils sont ouverts. Et Amazon, c'était un peu l'inverse, ils sont fermés. Et dans l'approche, elle est plus e-commerçant côté Amazon et plus moteur search sur
Google. Ça veut dire que vous avez des contraintes éditoriales, c'est-à-dire qu'il y a un droit de regard d'Amazon sur ce que vous pouvez publier, il vous dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, alors que Google est plus libre. On n'a pas forcément un droit de regard, mais on a des recommandations de la part d'Amazon. D'accord. Google, on est un peu plus libre, mais c'est libre à nous aussi d'être performant pour être un peu dans le search. Là, on fait le même effort que l'on peut faire sur les moteurs de recherche pour remonter dans le référencement, et c'est ce qu'on fait avec Google. Alors, on a vu cette année de retard sur Amazon par rapport à Google. De notre côté, on s'est dit, s'ils prennent autant de temps, parce que l'annonce a été reportée plein de fois, on s'est dit peut-être s'ils prennent du temps, c'est parce qu'ils sont en train de travailler, justement, parce qu'ils sont en train de peaufiner les choses. Est-ce que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé? Est-ce qu'en gros, vous avez commencé à travailler il y a 1 an, et ça a été 1 an de développement pour sortir vraiment un produit parfait? Ou c'est pas ça, selon vous, l'explication du délai entre Google et Alexa? Parce que finalement, le challenge technologique est à peu près le même pour parler français. Nous, en fait, chez 20 minutes, il y a un point super intéressant, c'est qu'on a commencé par Alexa en avril 2017, donc on était vraiment en amont par rapport au lancement en France en juin 2018. Parce que la petite anecdote, s'il était dans la salle, je pense qu'il rigolerait, mais c'est mon CTO qui, je pense, est complètement amoureux d'Alexa, parce qu'il doit être suréquipé d'Alexa, sa télé, sa lumière, tout ça. Et il arrive au mois de mars dans les locaux en disant « Mickaël, faut qu'on teste Alexa, c'est génial, on peut faire plein de choses ». Et en fait, nous, parce qu'il y a de très bonnes relations avec Amazon, on a dit « Bon, allez, vas-y, ça prend combien de temps, tout ça ?» Il fait « Franchement, ça peut se faire rapidement ». Et il a commencé à lancer un premier flash briefing sur Alexa. On s'est dit, avril 2017, c'est pile l'élection présidentielle. On va lancer un flash briefing sur nos expatriés. Comme ça, c'est une manière pour nous aussi de s'adresser à ce public où on a du mal à s'adresser tout au long de l'année, et de leur faire la fleur, de leur proposer un compte rendu tous les jours de l'actu de la présidentielle. Donc Amazon était super content qu'on ait cette initiative, et ils nous ont vraiment accompagnés pendant 1 an sur ce flash briefing qu'on a lancé au UK, en Allemagne, au fur et à mesure que les Alexa s'ouvraient dans les différents pays. Et donc après, quand il est arrivé en France, forcément, nous, ça a été rapide de transformer le flash briefing pour le rendre disponible en France. Et on a développé un custom skill. Donc là, c'est la petite différence avec le flash briefing, où là, c'est vraiment comme une application mobile où je lance 20 minutes. Là, c'est Alexa, lance 20 minutes. Et là, on a pris le pari de lancer une application vraiment sur de la voix de synthèse. Donc, on perd ce côté, cette chaleur de la voix humaine, mais pour nous c'est important parce qu'on est un média presse, on n'a pas la facilité de la radio, de la télé, à avoir pas mal de podcasts tout près, et donc on s'est lancé sur cette voix synthétique, et là ils nous ont énormément accompagné Amazon là-dessus pour améliorer Alexa sur les mots français, et honnêtement entre avril 2017 et juin 2018, la progression de la voix de synthèse est quand même super impressionnante chez Amazon, donc on peut vraiment se dire que dans les années à venir, la voix de synthèse, c'est un sujet sur lequel nous, il faut qu'on travaille, parce qu'il y a des choses super intéressantes à faire dessus. Alors, je vais revenir sur le côté éditorial. La question, c'était est-ce que finalement vous faites une différence entre tous ces devices connectés, ou est-ce que vous les appréhendez de la même manière? En disant finalement, c'est des objets connectés du foyer, ça fonctionne sur le foyer de la même manière. Ce que je vais proposer à Amazon, ce que je vais proposer à Google, voire même Microsoft, il y en a qui ont réfléchi à travailler avec Harman Kardon, ou non, pas forcément. Est-ce que vous faites une différence entre l'ensemble de ces devices? Non, a priori tout le monde se dit c'est les mêmes usages, les mêmes pierres. Alors je crois qu'il est un peu tôt encore, en tout cas pour ce qui concerne le marché français, pour différencier les usages selon les différentes enceintes. Nous, on a pris un parti assez différent de 20 minutes, qui a été précurseur sur les enceintes connectées. Il y a une première approche d'Amazon qui date du début de l'année, mais plutôt tournée vers notre service marketing, et l'idée était au départ peut-être davantage de se tourner vers une version text-to-voice, plutôt voix de synthèse, que moi, côté rédac, j'ai assez vite balayé. J'ai d'abord fermé la porte, et puis je suis revenu au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, après, avec un projet, avec une réflexion. Et c'est vraiment nous qui avons recontacté
Amazon, à partir du moment où on avait imaginé un produit, travaillé sur un produit, une version bêta. Alors, on leur a fait écouter, mais on n'attendait pas la validation. On a eu des recommandations sur la durée du flash, sur la diffusion, mais sur le timing de publication, mais pas sur le contenu. Et sur le contenu, justement, nous, on a travaillé sur un projet très fort identitairement. On n'a pas la force de frappe dans France Info qui peut mettre à jour son flash tous les 5 minutes, tous les quarts d'heure, c'est ça, tous les quarts d'heure. Nous, on a travaillé, et c'était extrêmement intéressant comme démarche, on a travaillé avec une société qui s'appelle Pinge Audio, qui nous a accompagnés dans ces métiers, qui nous a accompagnés dans cette démarche-là de réfléchir à un objet qu'on allait pouvoir fabriquer la veille au soir, qui ne soit pas un objet périssable, qui ne fasse pas, qui soit pas daté à côté d'un flash de France Info. Parce qu'il faut savoir que quand vous écoutez Alexa, aujourd'hui en tout cas, vous n'avez pas la possibilité de commander la skill du Parisien, vous lui demandez en flash briefing et il vous lit successivement toutes les skills de news que vous avez téléchargées. Donc si vous avez téléchargé France Info, RTL et Le Parisien, il va vous lire les trois à la suite. Donc très important de se différencier aussi. Alors demain, j'imagine, et assez vite, on pourra commander les skills indépendamment les unes des autres. Mais en tout cas, nous, on a travaillé on travaille avec des journalistes qui écrivent, qui s'enregistrent tous les soirs, qui diffusent ces contenus qui s'appuient sur ce qu'est le Parisien, sur les sujets forts que l'on propose, qui n'est pas un flash d'info à proprement parler, qui apporte de l'info, mais qui s'appuie vraiment sur ce qui fait notre force éditoriale. Alors, Emmanuel, sur l'équipe, si on devait résumer vos premières approches jusqu'à présent, est-ce que vous diriez que le challenge il a plutôt été éditorial ou plutôt technologique, technique pour pouvoir rentrer sur ces outils? Alors nous on s'est lancé il y a un an avec Google, dès le lancement de Google Home en France en juillet 2017. Donc à la demande de Google qui voulait un acteur sport dans son lancement en France. Nous on a eu une approche comme mes camarades autour de l'information. On produit un flash briefing tous les jours. Et nous, ce qui nous a intéressé, c'était d'un point de vue technique et d'un point de vue usage, c'était comment on développe l'interaction homme-machine et comment j'arrive vraiment à interagir avec cette enceinte. De demander un contenu qu'on nous livre, je pense que c'est très intéressant, c'est déjà aujourd'hui l'usage majoritaire. Et ce que nous on a trouvé intéressant, c'est comment on interagit avec l'enceinte. Donc on a mis en place, en plus du flash briefing, on a mis en place deux actions pour côté Google. La première, c'est un quiz où j'interagis avec l'enceinte. Il va me poser une première question, je vais lui répondre, je vais lui donner un nom de joueur. Il va me dire oui, c'est pas bon, ou c'est bon. Il va me donner un deuxième indice, un troisième indice, jusqu'à 5 indices de questions pour essayer de découvrir un joueur. Donc on a une espèce de petit quiz dans lequel on peut jouer et on peut interagir. Donc nous, ce qui nous intéressait, c'était technologiquement comprendre comment ça pouvait fonctionner, comment nos bases de données de contenu et de connaissances pouvaient être intégrées dans un objet à usage vocal et avec une interaction avec la voix. Et la troisième action qu'on a développée, c'est un peu pour essayer de tester la voix de synthèse. C'est un vieux mot dans la presse qu'on utilise toujours qui est l'éphéméride. Que s'est-il passé le 4 juillet 1982 ? Donc on a ça en base de données, nous, depuis très longtemps. Et donc, avec un petit texte qui est entre 300 et 500 signes, on va raconter un événement. Voilà. Aujourd'hui, vous avez demandé l'histoire du jour, et l'éphéméride du jour, c'est que c'était le 4 juillet 82. Et là, c'est la voix de synthèse qui va lire un texte qui a été écrit au départ pour le journal, puis qui a été utilisé en numérique, et qui est aujourd'hui utilisé sur les enceintes connectées. Une vraie réflexion sur les usages, sur la manière dont les gens pourraient interagir avec ça. Mais du coup, finalement, technologiquement, ça n'a pas été si compliqué que ça, si long, si fastidieux à développer? Non, honnêtement, c'est pas très compliqué. C'est pas très coûteux? Après, c'est pas très compliqué. On fait des choses assez basiques. On en est juste au tout début. Donc là, c'est l'interaction, c'est comprendre les mots, comprendre les sens, comprendre... voilà, je réponds à une question, je donne la prononciation d'un joueur, etc. Enfin, ça joue beaucoup là-dessus, la complexité, et elle est plutôt côté, on va dire, OS, plutôt côté Amazon, ou plutôt côté Apple, Google, que nous, il faut juste qu'on arrive à mettre le contenu qui interagit avec la personne qui va parler. Donc c'est pas très compliqué, nous, le développement de l'action de quiz, c'est entre 2 et 3 semaines de développement d'un développeur. D'accord, 2-3 semaines. C'est important, mais c'est pas majeur. Je pense que c'est vraiment intéressant de tester. Donc l'objectif, c'était vraiment de tester l'ensemble des possibilités et de voir, et surtout maintenant d'essayer de comprendre les usages. Alors justement, voilà, c'est la question mécaniquement que j'ai envie de vous poser. Vous dites que vous êtes
est allé dès le début, donc on a pratiquement maintenant 1 an de recul. Pour ceux d'entre vous qui ont décidé de se lancer sur Google, est-ce que vous avez des feedbacks à partager avec nous sur, a priori, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas? Vous êtes satisfait ou pas de ce premier test? Je vais enchaîner. On est globalement très satisfait. Mais il y a 2 approches. Il y a à la fois l'approche du flash briefing, c'est aujourd'hui, OK Google, quelles sont les dernières nouvelles de sport? On a la chance aujourd'hui que ce soit l'équipe qui soit proposée. Par défaut, donc là on a des très bons taux d'usage et on a des très bons taux d'écoute et ça se développe bien. L'autre partie qui est l'application d'équipe, c'est OK Google, passe-moi l'équipe, et là je rentre, j'ai le jeu, j'ai l'histoire du jour et j'ai le flash info au quotidien. Où là, l'usage est plus compliqué pour expliquer aux utilisateurs comment je peux interagir avec une application, demander à Google de, entre guillemets, rencontrer, commencer à discuter avec le personnel et l'équipe. Ça, aujourd'hui, les chiffres sont faibles et sont vraiment à développer. Et je pense qu'il y a une vraie enjeu de pédagogie, d'action marketing qu'on doit faire avec ces opérateurs-là, avec Google, avec Amazon, pour expliquer comment ça fonctionne. Je pense qu'aujourd'hui, très content. Et juste un petit point, je vous passe la parole à mes petits camarades. Amazon, très vite et plus rapidement Google, des très bons chiffres d'écoute. Quasiment au même niveau Google en arrivant un an après. Pour ça, très intéressant. Alors, on sent que soit l'usage arrive, soit Amazon est beaucoup plus fort en entrée. Je ne connais pas leur chiffre de vente sur le marché français depuis qu'ils sont lancés. En tout cas, nous, en termes de nombre d'écoutes, on est quasiment au même niveau, voire même un peu plus côté. Vous êtes pas limité au marché français, ça fonctionne au niveau international? Ça fonctionne au niveau international, on est sur le marché francophone. Oui, c'est ça. Alexandre, il y a une thématique intéressante, que quand on s'appelle l'équipe et qu'en plus on a la chance de sortir par défaut, c'est bien, mais quand on a énormément de marques en portefeuille, comment est-ce qu'on décide de choisir telle ou telle marque plutôt qu'une autre dans la réflexion sur les usages? C'est une question de puissance, de notoriété, de top of mind des marques de presse? C'est une question de trouver le cas d'usage. Chaque marque a sa spécificité et nous, ce qu'on veut faire, c'est ce contenu en faire un service et pas le livrer comme ça de manière linéaire. Donc selon la typologie ou la thématique, on va adapter notre approche avec ces assistants. Téléstar, on va faire de la prescription, de la recommandation. Science et Vie, on va s'intéresser au côté gaming qui utilisait le jeu sur les assistants. On va se dire comment on utilise tout ce contenu pour en faire du jeu. Après, on va avoir d'autres acteurs comme l'automobile, où ça peut être quelque chose par rapport à la vente ou la demande. Mais l'enjeu, c'est de trouver le cas d'usage aujourd'hui. C'est pas vraiment de se dire qu'il y a de l'écoute sur les podcasts et ça marche, on le voit, mais c'est au-delà des podcasts, après comment on trouve le cas d'usage. Et aujourd'hui, comme on le disait, ouvrir une application sur les assistants vocaux, c'est pas naturel. L'assistant vocal, pour les gens, c'est un majordome. On fait de la domotique avec, on fait plein de choses. On veut lui demander directement. Je prends l'exemple de l'équipe, je l'ai testé dès le début aussi quand il y a eu l'application. Je voulais que Google me réponde directement et je ne voulais pas lancer l'application d'équipe. Donc en fait, l'enjeu, c'est vraiment de trouver le cas d'usage. Et pour ça, je pense qu'on a tous besoin un petit peu de recul. On est allé sur des choses, entre guillemets, je vais sortir le mot, plus simple pour nous, parce que l'enjeu n'était pas technique. Techniquement, je crois que c'est pas très compliqué d'aller sur les assistants vocaux. En revanche, ce qui est compliqué, c'est de comprendre le bon cas d'usage. On est un peu au début du smartphone, tout ça, savoir comment les gens vont l'utiliser, comment on va valoriser nos marques et comment on va créer la valeur avec nos. Ça veut dire que potentiellement vous réfléchissez à cette opportunité pour toutes les marques que vous avez à la régie? Oui, parce qu'on estime qu'on doit être agnostique du support. Je l'ai entendu tout à l'heure, chaque support apporte sa valeur, le prix, le smartphone. Nous, on considère que nos lecteurs sont derrière tous les supports qui existent et on veut adresser tous nos lecteurs à des moments différents de la journée. Le smartphone, le prime time, à l'époque où on s'est lancé, on a vu que c'était aux sorties bureau. Là, on est en train d'apprendre que les assistants vocaux, c'est le matin. Donc voilà, on ne dit pas la même chose à nos lecteurs quand on leur parle à 8h du matin ou qu'on leur parle à 17h. Mais derrière tout ça, aujourd'hui, on n'est pas encore, on est dans la phase d'apprentissage pour avoir vraiment le cas d'usage où on va apporter du service. On ne va pas juste prendre nos contenus et les mettre disponibles à travers
une lecture automatique. D'accord, et donc ce que je retiens, c'est qu'il y a une vraie démarche pour potentiellement toutes les marques de presse, qu'il y a une logique un peu de chrono-marketing, mais qu'on est encore un peu dans le test and learn. Capucine, par rapport à cette réflexion, si je reprends une interview qu'on a lue récemment de Marianne Tom, qui est le country manager de Alexa Skills chez Amazon UK, il disait il faut y aller simple au début, commencez par vous demander quel est le problème de vos clients et comment la voix peut réduire ces frictions. Comment on fait du coup concrètement? Est-ce que ça veut dire qu'on va aller regarder ce qui se passe à l'étranger, par exemple, sur le secteur du business, de l'information, ou c'est un truc qu'on fait vraiment en France? Comment ça marche? Il y a des études qui peuvent exister déjà là-dessus? Alors, non, on n'est pas parti forcément sur les études. On a évidemment regardé ce que faisaient nos concurrents à l'étranger. Le test and learn, tout à fait, c'est ce que décrivait chacun. Donc, nous, on a fait le test and learn sur la partie voix de synthèse avec la Google Home, sur le morning briefing avec Amazon, sur ce qui est des initiatives. Je crois que ces nouvelles modes d'écriture, d'une certaine façon. Je pense que l'exemple qui le représente le mieux, c'est notre podcast qu'on a lancé, Take Off, qui est animé par notre chef de service Startup. Startup, c'est une page qu'on a lancée il y a 3 ans aux Échos, au moment où on a lancé Vivatech. Et c'est quelque chose de très significatif dans le positionnement des Échos, de cet accompagnement de la transformation digitale. Donc je trouvais que cette émission, que notre premier podcast soit sur cette thématique, était très fort. On a des gens qu'on a interviewé, type Xavier Niel, qui était la grande signature de ce printemps. Et le twist, ce que permet le podcast, c'est de faire des choses différentes qu'on ne ferait pas avec le print ou même avec le digital. Là, Guillaume va les rencontrer chez eux, dans leur intimité, au petit déjeuner. Et forcément, là, il se dit des choses différentes. Sur un podcast, sur un mode d'1 heure, on laisse rentrer une intimité qu'on ne lirait pas ailleurs dans les Échos. Et ça, je trouve que c'est le point intéressant. On a forcément écouté tout un tas de podcasts à droite, à gauche, mais on a pris ce qui était l'ADN des Échos et essayé de regarder quel était le twist, quel était l'élargissement qu'on pouvait avoir. Effectivement, c'est du test and learn. Là, on vient de faire un bilan de la première saison. On s'apprête à lancer la 2e saison pour septembre, avec plein de nouveaux changements. On se dit qu'on a toujours eu un mode interview. On pourrait peut-être aller sur quelque chose d'un peu plus documentaire, quelque chose d'un peu différent, une espèce de spin-off de la saison Take-Off. Donc ouais, un test and learn. Vous êtes tous d'accord sur cette logique podcast? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont décidé de ne pas lancer de podcast? Non, vous êtes tous. Peut-être Michael, sur les podcasts, c'est une réflexion aussi intéressante chez 20 minutes? Oui, bien sûr, c'est test and learn, c'est comment on peut appréhender ce nouvel usage, parce que là, typiquement, nous à la rédaction, j'ai la chance d'avoir une rédaction super jeune, super connectée, donc ils ont plein d'envies. Il faut même plutôt les canaliser en ce moment, parce qu'ils ont envie de lancer des podcasts à tout va, interviewer cette personne, je vais faire un thème sur la justice, je vais faire un thème sur le bio, le vegan. Donc en ce moment, il y a une envie de faire plein de choses, et je pense que ça revient à la phrase de Thompson dont vous parlez, c'est quel est vraiment l'usage, quel est le besoin de notre lecteur. Et donc là-dessus, typiquement, on a notre petit panel de moi jeunes, où on a vraiment des jeunes qui utilisent les podcasts, parce que je ne suis pas non plus vieux, mais voilà, c'est un usage que j'ai pas forcément tous les matins. Tu parlais d'1 heure de podcast, moi je sais que 1 heure, pour moi, ça me semble beaucoup. Je suis plutôt sur des écoutes de 15-20 minutes. Alors je sais pas si c'est un problème de marque, mais 20 minutes, c'est vrai que c'est la subtilement placé. C'est le rythme qui convient, mais donc voilà, donc c'est tester quelles sont les thématiques qu'ils cherchent, et surtout comment nos journalistes qui sont quand même issus de la presse, du texte, comment les transformer en mode voix, et c'est quelque chose qu'ils n'ont pas naturellement en eux. Et donc nous, on est beaucoup aidés de nos actionnaires chez Ouest France et chez le groupe Russell, qui ont des radios dans la maison pour nous donner un peu des petits tips sur comment on parle, la respiration, tous ces sujets-là, qui est totalement différent d'un sujet. C'est super intéressant. Le petit souci qu'on a quand on parle de podcast, et on parlait tout à l'heure de mesure et de réinventer la mesure de l'audience. En France, on n'a pas trop su faire des podcasts parce que ça a beaucoup été du replay d'émissions de radio, et pour autant, il y a des gens qui, comme vous, commencent à faire des contenus natifs intéressants.
Si on parle de rassurer les annonceurs sur des problématiques d'enceintes connectées ou de podcasts, si je me ressente le débat sur les enceintes connectées, vous avez quoi comme métriques aujourd'hui que vous pouvez transmettre à vos partenaires agences ou à des annonceurs? On parlait tout à l'heure de mesurer le succès. Ça marche comment? C'est comme du digital? On a des nombres de visiteurs uniques? Ou c'est quoi les KPIs Alors, côté Amazon Alexa, sur Google, on n'a pas encore notre skill. C'est quoi le skill sur Alexa et des actions sur Google. Donc nous, côté Alexa, on a le nombre de sessions uniques, le nombre de sessions par jour, la durée moyenne d'écoute. Mais après, pour nous, c'est quand même des nouveaux KPI parce qu'on ne connaît pas à quel moment les gens décrochent. Typiquement, notre flash info de 12h20 et 18h20, il dure environ 3 minutes 30. Mais aujourd'hui, on n'a pas la capacité de savoir si ça décroche dès la première minute ou juste après le jingle. Donc aujourd'hui, de mon côté, je laisserai la parole à mes camarades, de savoir vraiment, comme on a sur la vidéo, à quel moment les gens s'arrêtent, à quel moment ils écoutent combien d'infos, parce que nous, notre flash info, il y en a 4 qui s'enchaînent et c'est du text-to-speech, donc est-ce qu'ils s'arrêtent au bout de 2, 3 donc, oui, aujourd'hui, on a pas la lecture connectée. Mais est-ce qu'on a, question pour les autres, est-ce qu'on a au moins une logique de couverture, nombre d'auditeurs uniques? Je ne sais pas si on pourrait inventer cette notion-là, d'auditeurs uniques et de durée. Alors, durée d'écoute, on ne sait pas, parce qu'effectivement, on ne sait pas s'ils sont vraiment à l'écoute, mais est-ce qu'on a au moins un potentiel de couverture? Je ne sais pas, des données géographiques, à se dire, est-ce que c'est plus concentré sur le marché francilien ou les régions? Est-ce que vous avez ce type de data? Alors, moi, non. On n'a pas ce genre de data. Pour l'instant, on a celles qui sont fournies par ces opérateurs, en tant que Google, Amazon. Et après, on est dans une réflexion aussi, savoir est-ce qu'il faut des serveurs streaming, savoir s'il faut s'équiper. Mais pour l'instant, vu qu'on est en test and learn, on entend un petit peu d'avoir un retour, savoir si on passe à la marche supérieure et de ne pas justement récupérer que les KPI d'Amazon ou Google, mais nous de s'équiper. Il y a différentes solutions à travers les serveurs streaming, tout ça. On pourrait savoir à quel moment les personnes décrochent, tout ça. Mais pour l'instant, il faut que les usages augmentent, parce que si jamais, je ne préjuge de rien, on venait à voir qu'il n'y a pas d'usage et que finalement on ne va pas plus loin, je pense que nous-mêmes on n'irait pas plus loin. Mais oui, c'est en réflexion. Autant on a une réflexion sur le contenu, comment le valoriser, on a aussi une réflexion sur comment on le mesure, parce que, in fine, c'est après comment on parlait de valeur contenue, il y aura aussi la valeur, comment on le valorise, comment on le vend, comment on le monétise. Alors justement, puisqu'on est en train d'inventer demain, et qu'on parle de demain à la presse, comment vous aimeriez que les équipes de Dentsu vous accompagnent sur la création de ces nouveautés? Alors, 2 questions. Déjà, on doit contacter qui chez vous? Est-ce que c'est des problématiques de médias, des problématiques d'opérations spéciales, d'éditorial? Ça, c'est la première question. Puis, le brief idéal que vous aimeriez récupérer d'une équipe de Dentsu, ça pourrait ressembler à quoi? Sur le premier aspect, c'est pas particulièrement mon métier, moi je davantage d'éditorial, mais est-ce que c'est du média ou de l'événementiel? Je dirais potentiellement les deux. Du média à travers du sponsoring intégré, par exemple au sein d'un flash ou sur des séries existantes, où on peut imaginer aussi très bien des opérations, des conceptions sur mesure, sur des opérations de content. Ça veut dire que je peux appeler n'importe quel contact aujourd'hui commercial les contacts habituels, que ce soit aux opérations spéciales ou du management, et après c'est eux qui aujourd'hui redispatchent vers les interlocuteurs. C'est moins ma partie. Alors peut-être quelqu'un plus sur le côté régie que éditorial. Non, effectivement, nous, on adorerait être accompagné par une marque. Moi, j'étais très étonnée et j'ai dit 10 fois que j'étais prêt à venir présenter le projet parce que, effectivement, sur Take-Off ou sur les CEO de la rédaction ou sur Sillage, on a trois podcasts très différents qui ciblent des
des auditoires différents. Donc je pense que ça peut être proposé vraiment un format intégré. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un podcast, c'est à la fois les enceintes connectées, mais c'est aussi sur Deezer, c'est aussi sur Apple, sur votre podcast. Et là, on a un peu donné à droite, à gauche, on arrive à réconcilier, on arrive à voir que, par exemple, mes vidéos de la rédaction, je sais qu'ils sont écoutés sur Apple à 80% jusqu'à la fin. Alors c'est un petit format, on est sur un format 3 minutes, mais ça vient compléter de l'info qu'on n'a pas forcément effectivement sur Google ou sur Amazon. Donc effectivement, c'est pour moi des formats intégrés en pré-roll, justement quelque chose qui soit vraiment enregistré dans la bande pour que quelle que soit la plateforme de distribution, le partenariat puisse être embarqué dans la bande audio. Donc on est vraiment sur quelque chose en sponsoring de l'émission. Donc plutôt une logique native. Donc là, ça c'est quand on est sur pour moi c'est là sur de l'émission existante. Après, on est tout à fait prêt à imaginer aussi de nouveaux types d'émissions qui peuvent aller effectivement soit d'un format brain content, soit du vrai natif en fonction des problématiques. Et je dirais, tout est à inventer, c'est ça qui est passionnant. Et donc effectivement, tout ça, ça passe par le cas des OPS, mais on mettra autour de la table les équipes qu'il faut pour co-construire ces projets innovants. Allez, pour terminer, parce que malheureusement le temps se termine, question piège au panel comme ça un peu difficile. Est-ce qu'il y a une opération de folie à laquelle vous auriez pu rêver, que vous aimeriez faire avec nous, un cas parfait avec un annonceur sur une des marques du groupe que vous aimeriez amener sur l'un de ses assistants? Le projet que vous avez envie de signer avec nous, il ressemblerait à quoi pour le mot de la fin? Vous êtes 5, c'est le premier qui lève qui signe la campagne. En tout cas, je pense ce qui est vraiment intéressant, en tout cas si on revient sur les assistants vocaux, c'est de développer des skills ou des actions qui sont en lien avec une marque et avec ce qu'elle peut proposer. Alors, je suis désolé, je ne connais pas toutes les marques que Dentsu gère, mais je prends un exemple autour du betting. Par rapport au sport, je pense qu'il y a des choses à faire autour du betting, autour des assistants vocaux, par rapport au code de match, par rapport à ce qui peut se passer pendant les matchs où on peut interagir avec l'enceinte pour dire on en est où de la cote de tel match, s'il y a un prochain but, c'est quoi la cote. Je pense que cet exemple-là... très interactif. Voilà, très interactif. Je pense que c'est ça qui est intéressant. Et je pense que ce qui nous sur le sport, ce qui est intéressant, je pense que c'est l'étape d'après sur les assistants vocaux, c'est comment on arrive à faire du live. Et je suis dans mon canapé, j'ai la flemme, mon téléphone est à 5 mètres. J'ai pas envie de me lever, je dis ok Google, c'est quoi la cote, ok, où a joué Cavani l'année dernière, il y a combien de buts il va marquer, il y a combien de buts il sera demain s'il marque un doublé ce soir. Donc c'est ça qu'on doit amener, et je pense qu'avec les marques, il y a plein de choses à imaginer pour développer ce genre de choses. Très bien, je vous remercie. On a donc, ce que je retiens, c'est qu'on peut vous appeler, tous nos contacts commerciaux, que vous avez tous envie de développer avec nous ces opérations qui inventent le futur. Merci encore de votre présence sur cette